Bien, bonjour à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. Donc, bienvenue au colloque Risques, Crise, Sciences humaines et sociales vers des observatoires inclusifs santé, environnement, travail, organisé par la plateforme SHS Santé. Donc avant de donner la parole à Pierre-Paul Zaliot, le président de l'établissement public du campus Condorcet, et de rentrer dans le contenu du colloque, j'aimerais donner quelques informations pratiques qui vont contribuer au bon fonctionnement de notre colloque qui est à la fois ici en présentiel et par Zoom, donc pour les personnes qui n'ont pas pu venir. Donc le colloque est enfin un vrai colloque en personne maintenant, comme on dit, mais il est aussi donc largement ouvert à une participation en ligne que nous avons voulu la plus large possible, notamment en incluant les chercheurs étrangers grâce à la traduction simultanée qui sera proposée sur 3 demi-journées, donc à partir de cet après-midi, pour aujourd'hui, et les demi-journées prévues avec traduction donc sont indiquées sur le programme. Euh, donc ce dispositif à la fois sur place et en ligne nous demande un peu de discipline dans notre fonctionnement. C'est-à-dire pour les personnes qui sont ici, il faudra bien attendre d'avoir le micro pour intervenir afin que tout le monde puisse entendre, y compris ceux qui sont présents virtuellement. Et pour les personnes qui nous suivent sur la plateforme Zoom, si vous voulez poser des questions, il faudra les adresser aux personnes, enfin à la personne qui s'appelle modérateur dans le chat. Donc vous envoyez votre question en chat qui sera lue au moment du colloque. Donc cet après-midi, donc pour les questions de traduction simultanée, nous mettrons des casques à disposition. Donc ils seront à disposition à l'accueil en bas contre le dépôt d'une pièce d'identité car il faudra bien penser à les rendre en fin de journée. Sur un plan pratique aussi, les pauses café et les déjeuners donc, auront lieu en bas à la salle qui s'appelle le foyer. Donc avant d'aller plus loin, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe de l'INSHS du CNRS qui a été sur le front de la préparation de ce colloque depuis les dernières semaines, et en particulier donc Nicolas Clodon, Armel Leclerc et Anne Vazeille, donc qui ont participé à la réussite de ce colloque. Donc évidemment pour la plateforme, la localisation sur le campus Condorcet est très importante. J'y reviendrai quand je présenterai le déroulé de ce colloque. Et nous sommes très honorés donc que le président du campus Condorcet donc ait pris le temps de venir ouvrir ce colloque. Et je laisse donc la parole à Pierre-Paul Zaliot. Bien, bonjour à toutes et tous en présence et à distance. Je suis donc le président du campus Condorcet et je suis donc chargé au nom de l'ensemble des membres du campus, mais aussi plus largement de tout ce qu'on peut appeler la communauté du campus Condorcet au sens restreint sur ce campus, mais aussi au sens large. Je suis chargé et j'en suis très heureux d'ouvrir ce colloque international qui est le fruit, je dirais, visible des activités de la plateforme SHS Santé. Je suis dans la situation de pouvoir vous dire combien il est important de pouvoir refaire des colloques en présentiel, même si évidemment je salue tous ceux qui sont par Zoom. Je dis cela parce que beaucoup de choses dans un colloque, une conférence, exercice que nous avons tous vécu à plusieurs reprises dans nos existences, beaucoup de choses se jouent aux marges des communications, dans les échanges, et je crois que c'est de cela qu'est fait la recherche. Je trouve que ce colloque est particulièrement bienvenu ici, puisque l'accueil de la plateforme SHS Santé à Condorcet, c'est une plateforme qui, sous l'égide du CNRS, rassemble des acteurs, des institutions qui sont fondatrices ou proches de Condorcet, que ce soit l'INED, le PHE, le HESS, l'Université Sorbonne Paris-Nord, mais aussi qui voisine l'école des hautes études de santé publique. Ce colloque, cette plateforme est magnifiquement exemplaire, me semble-t-il, de la vocation de ce campus à soutenir des initiatives qui sont au service de l'ensemble des SHS, que ce soit en région parisienne, mais plus largement en France et à l'international. Et évidemment, de se situer dans ce soutien à l'ensemble des SHS, aussi à l'interface entre les SHS et d'autres disciplines, voire d'autres champs d'expertise.
Et de ce point de vue-là, les 3 thématiques de la plateforme SHS Santé, si je les ai bien comprises, plateforme créée, si j'ai bien lu, en 2020, qui vont de l'empowerment des patients aux effets des mutations structurelles sur la société, sur la santé humaine, dont il sera question ces jours prochains, jusqu'aux décisions publiques en matière de santé. Ces axes illustrent des enjeux qui, sur bien d'autres questions, ont vocation à traverser ce que j'appellerais la plateforme SHS, qui a vocation à constituer Condorcet. La place des revendications et des expertises citoyennes, l'impact des crises et des transitions en cours, la nécessité de réinventer des outils de recherche pour les sciences sociales et les humanités, en lien avec d'autres sciences, de réinventer les outils de recherche pour les sciences sociales et les humanités, de connecter des connaissances érudites, des savoirs réflexifs et des leviers pour l'expertise. Je voulais aussi souligner que le cousinage que j'avais perçu, j'espère pas à tort, entre votre manifestation et des initiatives comme la coordination HS3P entre le CNRS et l'INSERM, et le réseau des MSH, les alliances Alenvie, Athéna, Avicen et les grandes infrastructures de recherche comme Projet d'eau, ce type d'initiative est de ce point de vue un signe supplémentaire de la pertinence de cette plateforme et de ce colloque. Mais ce n'est pas évidemment sur des considérations de pertinence institutionnelle que se juge une manifestation scientifique, mais sur la qualité, la portée, la pertinence des connaissances qui y sont publiées, partagées, discutées. Et de ce point de vue, la richesse de votre programme et sa visée, je cite, vers des observatoires inclusifs santé, environnement, travail, est prometteuse de journées qui, j'en suis certains, marqueront un jalon dans ce domaine de recherche. Le monde est, on le voit chaque jour, davantage face à un avis de tempête. Les transitions, les crises sanitaires, mais aussi énergétiques, géopolitiques, migratoires, créent chaque jour une urgence. En sorte qu'un nouveau régime de travail, des SHS, doit à la fois être soutenu, mais aussi maîtrisé. D'être plus à même de répondre à des événements, comme l'ont illustré la pandémie, la guerre en Ukraine, les mouvements migratoires, mais aussi être à même et capable de garder le contrôle sur des exigences scientifiques, sur des agendas, sur du temps. C'est à cela que servent les jours que l'on passe ensemble dans une conférence. Je vous la souhaite réussie. Je vous remercie. Bien, au nom du comité scientifique d'organisation du colloque, donc composé de Soraya Boudia, professeure à l'université Paris-Cité, et Émilie Counil, donc chercheuse à l'INED, et moi-même, je vais présenter les origines de ce colloque et ses principaux objectifs. Ce colloque constitue en fait un moment charnière dans ce projet, cette histoire de la plateforme SHS Santé. Donc, comme le disait Pierre-Paul Zaliot, la plateforme SHS Santé a été créée à l'automne 2020, donc en pleine crise du Covid-19, initialement donc avec un financement ministériel accordé au CNRS prévu pour durer 24 mois. Et pour le développement de cette plateforme, l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS donc, a souhaité collaborer avec plusieurs établissements membres du campus Condorcet, donc l'INED, l'Institut national d'études démographiques, le PHE, l'école pratique des hautes études, le HESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et l'université Sorbonne Paris-Nord, ainsi qu'avec des institutions extérieures ou en bordure du campus, donc le HESP, l'école des hautes études en santé publique, qui a son siège à Rennes, mais est aussi représenté à la Maison des sciences de l'homme, donc à côté du campus Condorcet, et le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui lui est situé un petit peu plus loin. Deux thématiques de recherche ont particulièrement été explorées dans cette action collaborative de recherche. L'engagement des patients et du public dans l'organisation des services, l'élaboration des politiques publiques et la recherche. Et deuxième thème, les enjeux de la mise en œuvre des politiques publiques de santé au niveau territorial, en particulier en lien avec les inégalités de santé dans leurs différentes dimensions. Donc les différents projets et séminaires qui seront présentés ce matin donc, dans les présentations qui vont suivre
suivre immédiatement et dans la table ronde de la fin de matinée, rendre compte justement de la diversité des recherches qui ont été menées dans ce contexte. Et j'y reviendrai donc plus précisément en présentant la matinée. Mais avant de rentrer dans le programme de cette matinée, je souhaiterais présenter les objectifs de la deuxième partie de ce colloque qui nous réunira donc à partir de cet après-midi et qui s'inscrit, lui, dans le troisième axe de cette plateforme autour des effets des mutations structurelles, environnementales, climatiques, démographiques sur la santé humaine et plus généralement nos modes de vie. Parmi ces mutations structurelles, il nous a semblé important dans le travail de préparation de ce colloque de poser prioritairement la question des effets de l'environnement sur la santé des populations en incluant les enjeux du travail qui sont parfois des aspects oubliés ou moins bien pris en compte de ces problématiques. Donc les bouleversements environnementaux, qu'ils soient liés au changement climatique et à ses multiples conséquences, à l'urbanisation croissante de la planète, à l'accumulation de déchets, aux pollutions diverses qui touchent différents milieux à travers l'air, l'eau ou les sols, l'aggravation de certaines conditions de travail et notamment d'exposition à des produits toxiques, doivent faire l'objet d'une attention renouvelée de la part des SHS. Ils sont l'objet, certes, d'un investissement croissant de la part d'un ensemble de disciplines scientifiques, notamment des sciences dites exactes ou naturelles pour produire des diagnostics, essayer de prédire des changements à venir ou élaborer des solutions techniques ou politiques de différents ordres. Mais plus largement et plus spécifiquement, ce colloque vise à interroger quels peuvent être les rôles des sciences humaines et sociales dans ces recherches et dans ces interrogations. Le rôle des sciences humaines et sociales, qu'ils soient de façon autonome dans des recherches qui sont engagées de façon spécifique, centralement par les sciences humaines et sociales, ou en lien avec d'autres disciplines, dans des collaborations qui nécessitent, nous le pensons, d'être renouvelées et repensées d'une certaine façon. Donc, comment les sciences humaines et sociales peuvent-elles aider à dresser des perspectives de recherche pour mieux appréhender ces enjeux sanitaires et environnementaux? Comment peuvent-elles aider à mieux mesurer les impacts des transformations environnementales et climatiques sur les sociétés, en prenant mieux en compte le point de vue des victimes ou plus largement des personnes qui sont directement ou indirectement touchées? Comment, enfin, peuvent-elles mieux contribuer à définir et mieux définir justement les politiques publiques qui devraient être engagées et à comprendre les blocages et les impasses des politiques qui sont menées actuellement? Donc nous avons voulu, dans le cadre de ce colloque, nous donner le temps et la liberté de réfléchir collectivement à ces questions, donc à travers différents formats d'intervention et d'échanges qui laisseront une place assez importante justement au débat avec la salle et à l'audience par Zoom. Donc nous aurons des conférences plénières de type keynote, des sessions de présentation de recherche et de différents projets, et nous aurons aussi des tables rondes d'échanges plus ouvertes, internes à la table ronde et avec l'audience. Donc dans tous les cas, nous essaierons de garder du temps justement pour les débats, pour les échanges, car nous pensons qu'ils vont constituer un moment important de ce colloque et que nous sommes heureux justement de pouvoir tenir aussi justement dans le cadre de cet auditorium. Donc notre volonté au cours de ce colloque est de vraiment prendre le temps pour échanger et réfléchir collectivement sur les façons dont les sciences humaines et sociales peuvent jouer un rôle nouveau face à ces enjeux. Donc c'est pour ça que nous avons tenu à renouveler et à mobiliser largement les chercheurs impliqués sur ces questions, donc qui interviendront tout au long de ce colloque, tout en faisant appel aussi à des chercheurs étrangers qui pourront nous faire part d'expériences différentes dans des contextes nationaux spécifiques. Donc il a lieu un moment où le CNRS souhaite investir durablement ces thématiques de la santé environnementale, à un moment donc où nous souhaitons lancer des expérimentations de long terme autour justement de la mise en place de ces observatoires des effets de l'environnement et du travail sur la santé de certains groupes sociaux ou de populations de façon plus générale. Donc l'objectif de ce colloque est vraiment de voir comment les SHS peuvent aider à reformuler
reformuler certains questionnements et notamment interroger les cadrages qui dominent aujourd'hui et qui, pour certains, justement, ont des effets délétères sur les effets environnementaux eux-mêmes et des effets délétères en oubliant ou en effaçant justement certains groupes, certaines populations. Donc on va essayer de s'interroger sur les effets de ces cadrages dominants et la façon dont ils maintiennent un certain nombre de points aveugles, que ce soit sur les effets directs des pollutions ou des bouleversements environnementaux ou des publics qu'ils tendent à masquer ou à moins bien prendre en compte. Et il nous semble que les SHS, les sciences humaines et sociales, peuvent contribuer à apporter des réponses nouvelles qui puissent permettre justement de pointer ces points aveugles, et d'y remédier justement dans le but de mieux répondre aux demandes des acteurs directement ou indirectement concernés. Donc il nous semble, en effet, c'est le but de ce colloque, de réfléchir à ces questions, que les SHS sont les mieux équipés pour appréhender justement certaines des dimensions qui caractérisent les risques sanitaires et environnementaux, le fait qu'ils ont une inégale visibilité sociale et qui est souvent rarement liée à leur degré de menace, c'est-à-dire des risques très importants peuvent être difficilement pris en compte, alors que des risques moins centraux peuvent faire l'objet d'une focalisation politique, médiatique, publique plus importante. Deuxième dimension qui nous semble importante, c'est les inégalités que ces risques génèrent, perpétuent et renforcent au sein des sociétés ou de certains groupes sociaux, ainsi que les difficultés qui sont spécifiques liées à leur objectivation scientifique. Comment est-ce qu'on mesure ces risques, qu'on les objective, qu'on leur donne une dimension qui permette de leur adresser justement des réponses. Mais pour cela, justement, ces risques sanitaires environnementaux doivent faire l'objet de nouveaux modes d'interrogation, notamment par les sciences humaines et sociales, mais par les sciences humaines et sociales aussi en interaction avec d'autres disciplines scientifiques. Et nous espérons que ce colloque constituera justement un des lieux où les sciences humaines et sociales peuvent, sinon se réinventer, en tout cas mettre à plat un certain nombre de leurs modes de fonctionnement afin d'être mieux en mesure de répondre justement aux enjeux et aux défis nouveaux qui leur sont posés. Donc merci à nouveau à l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de participer à ce colloque. Merci aux participants donc, qui sont venus partager leur point de vue et s'engager dans la discussion. Et donc sans tarder, donc, nous allons passer à la première session de ce colloque. Donc je remercie Joël Vailly, Olivia Gross et Céline Vénia donc, de me rejoindre sur la scène, afin que nous ayons maintenant donc les présentations de ces trois recherches et puis que nous ayons un débat à partir de ces présentations. Donc le thème de cette matinée, c'est quelle association des parties prenantes aux recherches et aux soins, durant laquelle donc nous entendrons les présentations de 3 des projets qui ont été soutenus par la plateforme SHS Santé. Donc le premier sera tuberculose et exil, des sujets sous contrainte, donc qui est un projet qui a été mené par Joël Vailly avec Étienne Carbonel et Myriam Castaldo, donc qui sera présenté en premier. Puis nous aurons la présentation du deuxième projet usager coordonnateur, un nouvel acteur institutionnel au sein des hôpitaux, donc par Olivia Gross. Et puis le troisième projet, inégalité socio-territoriale de santé et politique locale en Seine-Saint-Denis, qui sera présenté par Céline Vénia, donc qui a été postdoctorante de la plateforme SHS Santé. Donc je laisse la parole à Joël Vailly, donc, qui présentera son premier projet. Oui, alors ça c'est pour avancer. Ok, très bien, merci beaucoup. Bien, merci Emmanuel, merci de cette invitation et merci surtout du soutien que vous avez apporté à cette étude, à notre étude. Donc je vais la présenter et puis Étienne Carbonel qui est ici présent et Myriam Castaldo qui est en ligne pourront intervenir au moment de la discussion s'ils le souhaitent. Appelons-le ANAF. ANAF est parti du Bangladesh d'abord en avion jusqu'en Iran,
puis à pied et en voiture jusqu'en France. Il ne parle que le bengali. Sa demande d'asile en France a été rejetée. Il a perdu son travail avec le confinement du Covid-19. Il en a retrouvé un. Il a travaillé pendant 18 heures par jour pendant plusieurs années. Et puis il l'a reperdu avec la tuberculose. Et il partage un logement sans contrat avec d'autres exilés à La Courneuve. Oumar est un étudiant malien en master de gestion. Il est titulaire d'un visa. Il parle français. Il est venu en France en avion. Il va bien. Il a emprunté 40 € pour se faire faire une radio, non à l'hôpital, comme lui avait suggéré son médecin, mais près de chez lui. La catégorie des migrants, fréquemment utilisée dans l'espace public, est éminemment hétérogène, on le voit ici, probablement trop figée aussi. Mais outre leur exil, ces deux hommes partagent l'expérience de souffrir de la tuberculose, une maladie associée à la pauvreté et à la précarité qui touche souvent les exilés sans titre de séjour, les réfugiés, les personnes sans domicile fixe. Donc pour reprendre le thème de cette session, les exilés récemment arrivés en France ne constituent pas la population à laquelle on pense immédiatement lorsqu'on pense au pouvoir des malades. Au pouvoir des malades sur les politiques de santé et de recherche. Et pourtant, s'intéresser à ces personnes permet de déceler des formes de participation possibles ou impossibles à ces politiques et à ces pratiques, et de formes de coopération ou de résistance là où on ne les attend pas forcément. D'abord, je voudrais vous présenter quelques éléments de contexte. Donc, je l'ai dit, notre étude concerne plus particulièrement la tuberculose donc des malades atteints de tuberculose en Seine-Saint-Denis, un département qui montre plusieurs caractéristiques. D'abord, c'est le département de France métropolitaine avec la plus forte incidence de tuberculose, même s'il s'agit d'une maladie rare en France aujourd'hui, puisqu'on dénombre 5000 cas environ par an. Les données de Santé publique France que vous voyez ici indiquent le nombre plus élevé de cas en Île-de-France, vous voyez à gauche, et notamment en Seine-Saint-Denis, par comparaison aux autres régions. Ensuite est montrée ici la correspondance établie par le Centre de lutte anti-tuberculose 93, qui montre la correspondance entre les zones marquées par la pauvreté en Seine-Saint-Denis, donc les zones en marron et à gauche, et les zones en bleu foncé à droite, avec le plus grand nombre de cas de tuberculose. Ce qui nous intéresse en tant que sociologue du point de vue des relations entre la vie biologique et la vie sociale. Et puis, enfin, ce département est caractérisé par un brassage des souches de tuberculose du fait de la variété des pays d'origine des malades. Alors, il faut savoir qu'on parle de la maladie infectieuse qui compte le plus grand nombre de morts par an dans le monde, hors Covid-19, avec une forte incidence, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie. Et il faut savoir aussi qu'elle pose des problèmes de multirésistance aux antibiotiques dans plusieurs pays, ce que certains chercheurs appellent des risques en matière de biosécurité. Donc, dans ce contexte, notre objectif est d'étudier les conditions de possibilité d'une participation de ces exilés atteints de tuberculose aux politiques de prévention, de soins et de recherche dans ce domaine en Seine-Saint-Denis. Ce qui passe par l'étude des aspects sociaux des processus migratoires, des expériences de la maladie, des causes sociales de sa production, et puis l'analyse aussi des données de santé issues des équipes socio-médicales qui les accompagnent, donc des bénéfices que ces équipes leur apportent, mais aussi des obstacles à la participation des exilés aux soins et à leur bonne santé. Et enfin, à l'étude également de la forme de participation de ces exilés à la recherche biomédicale qui cherche à identifier les caractéristiques des souches bactériennes dont ils sont porteurs.
Donc, nous avons mené un projet interdisciplinaire en collaboration entre l'IRIS, dont je fais partie, le laboratoire de microbiologie clinique dirigé par le professeur Étienne Carbonel, qui est ici, laboratoire qui comprend une structure qui permet d'établir précisément le diagnostic de tuberculose et de séquencer les génomes des bactéries. Et puis Myriam Castaldo, qui est anthropologue à l'INMP à Rome, qui a fait d'ailleurs plusieurs séjours de recherche en France pour cette étude. Donc c'est une étude qui est qualitative, elle repose principalement sur des entretiens. Et grâce à la venue de Myriam, nous avons effectué 46 entretiens, parfois courts, parce que les malades souvent étaient fatigués, surtout au début de la trajectoire de la maladie. Donc des entretiens d'une durée moyenne de 45 minutes, avec donc 34 exilés, dont 9 entretiens sont en cours d'analyse, qui étaient admis, suivis à l'hôpital. Donc ces malades représentent toutes les étapes de la trajectoire de la maladie, de la toute première hospitalisation jusqu'à la fin du traitement. Et bien sûr, on ne voit par définition que ceux que les soignants appellent enfin, on ne voit pas ceux que les soignants appellent les perdus de vue, donc les personnes qui ont décroché du soin et que les médecins estiment à environ 15% ou 15 à 19% des malades atteints de tuberculose. Et puis 4 entretiens avec des acteurs sanitaires et sociaux qui mènent des actions de dépistage ou bien qui envoient les malades aux hôpitaux de Seine-Saint-Denis, donc les responsables du centre de lutte contre la tuberculose, donc le CLAD de Seine-Saint-Denis, le centre d'accueil de soins et d'orientation de Médecins du Monde et des responsables du SAMU social. Et puis 4 entretiens avec les membres de l'équipe biomédicale qui participent au projet et 4 entretiens également avec les médecins de l'hôpital qui suivent ces malades. Donc, nous avons effectué aussi une série d'observations à l'hôpital et puis tenu une journée d'études interdisciplinaires avec les différents acteurs du terrain. Alors, voici quelques illustrations, quelques photos que nous avons prises à l'hôpital pour illustrer cette recherche. Donc, voici les principaux résultats. Et donc d'abord pour nous il s'agissait de revisiter la question de l'incorporation du social dans les corps, pour reprendre le terme fameux d'un anthropologue, mais en y intégrant ici les dynamiques de la migration, donc du fait non seulement des conditions de vie mais aussi du parcours migratoire. Et justement nous avons commencé par préciser ces conditions de vie. La situation de ces exilés est bien évidemment contrainte par une série d'éléments et notamment par leur état de santé. Alors, il faut savoir ou rappeler que la tuberculose est une maladie grave qui se manifeste notamment par une grande fatigue, de la toux, des douleurs, de la fièvre, qui est souvent accompagnée aussi de comorbidités comme le sida par exemple. Mais la tuberculose est une maladie dont on peut guérir par l'administration régulière d'antibiotiques pendant 6 mois. Donc dans notre groupe, nous avons une majorité d'hommes. Leur parcours migratoire est variable, donc ça peut être un trajet direct en avion, mais ça peut être aussi un voyage migratoire avec la traversée de plusieurs pays par différents moyens, souvent clandestinement, donc à pied, en bateau, en camion. Et à cet égard, d'ailleurs, les soignants de l'hôpital disent ne pas connaître très bien ce parcours et lorsqu'ils l'entendent au détour d'une consultation, ils ne l'enregistrent pas dans le dossier. En revanche, une équipe du SAMU social nous explique en entretien que des malades parlent parfois de contacts qu'ils ont eus avec des personnes qui toussaient lors de leur incarcération dans des camps en Libye pendant le voyage. Et d'ailleurs, une étude épidémiologique européenne a montré que des exilés qui vivent dans plusieurs pays européens avaient tous été infectés par une souche de tuberculose multirésistante aux antibiotiques dans un camp en Libye, un camp où on le sait, les conditions d'hygiène sont déplorables.
Donc c'est pour dire que le parcours migratoire participe d'espaces transnationaux qui mettent en relation les corps et les territoires et ont un impact sur la situation sanitaire. Les pays de provenance des personnes sont situés en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, sous-continent indien, Asie, donc Cambodge, Vietnam, etc. La durée de séjour moyenne en France dans notre groupe est de 10 ans. 10 des personnes interrogées ne parlent pas français, mais bénéficient d'une traduction en consultation à l'hôpital par un service d'interprétariat qui est financé par l'hôpital, ou bien parfois d'une traduction par un proche. Les autres parlent français. La majorité est allée à l'école primaire jusqu'au collège. Quelques personnes n'ont suivi aucune scolarité. Quelques-uns ont fait des études supérieures. La moitié n'a pas d'emploi, l'autre moitié un emploi peu qualifié. Beaucoup ont perdu l'emploi qu'ils avaient à cause de la tuberculose. Et dans l'ensemble, bien que ces personnes vivent dans une pauvreté et une précarité plus ou moins sévère, la majorité n'a pas recours à des assistantes sociales. Et enfin, leur situation administrative. 8 ont des papiers, donc des cartes de séjour de 10 ans ou ont bénéficié de regroupement familial. 5 n'ont pas de papiers et 5 ont des demandes d'asile en cours. Et leur situation administrative, justement, peut avoir un impact direct sur leur santé, puisque, par exemple, une personne de Médecins du Monde nous dit en entretien: les gens sans titre de séjour ont peur de se faire arrêter dans les transports pour l'hôpital. C'est dans le transport qu'ils se font le plus arrêter s'ils n'ont pas leur ticket. Donc les jours de contrôle dans le RER, on n'a personne au caso de Médecins du Monde. Un patient qui devrait venir une fois par semaine à l'hôpital, il y a beaucoup de chances qu'il ne vienne pas, sauf si on paye le ticket, et parfois on le fait. Donc en somme, si les inégalités sociales de santé ont souvent été abordées uniquement en termes d'accès aux soins, c'est également en termes de conditions de vie que nous les abordons, a fortiori pour une maladie comme celle-ci. Et on comprend avec cet exemple que le parcours et les conditions de vie ont un impact sur la situation non seulement sanitaire, mais aussi professionnelle, administrative, financière de ces personnes, et inversement, et ont un impact aussi sur leur statut de sujet. Donc j'en viens maintenant au deuxième point. Pardon, là il y a un problème. Si c'est ça. Alors, d'un côté, les conditions de vie et de santé des exilés, bien évidemment, contraignent leur marge de manœuvre. De l'autre côté, ils sont porteurs d'aspiration, ils sont résolus dans leur choix de vie, ils peuvent parfois bénéficier de certains soutiens, notamment associatifs. Et donc, il s'agit pour nous d'étudier la manière dont ces migrants sont des sujets en mesure d'opérer ou non des choix dans un contexte de gouvernementalité qui n'est pas seulement contrainte au sens de Michel Foucault. Pour aller dans ce sens, à l'hôpital, les médecins vérifient ce qu'ils appellent l'adhésion au traitement, c'est-à-dire en fait la régularité des traitements qui doivent être pris pendant 6 mois. Et ici, le service d'interprétariat, bien sûr, joue un rôle important pour qu'ils comprennent ce traitement. Le SAMU social aussi parle de patients afghans qui ont du mal à adhérer à l'hospitalisation loin de Paris ou à cause de problèmes de papier. Et l'équipe dit les soutenir à ce moment-là pour les aider à continuer dans le soin, ce qui est typique de la gouvernementalité au sens de Foucault. D'ailleurs, dans le domaine médical, les normes bioéthiques, depuis notamment le Code de Nuremberg, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, font que le consentement volontaire est l'une des pierres angulaires des bonnes pratiques médicales. Donc les termes employés par les soignants reflètent cela. On propose une radio ou un traitement, on oriente les gens vers une prise en charge.
De leur côté, certains exilés expriment parfois des refus, par exemple refus de préciser le nom de leur colocataire pour établir ce qu'on appelle les cas contacts. Ils ont peur aussi de perdre leur travail. Ils se sentent inspectés, nous dit une personne du CLAT, inspectés par les soignants. Une des patientes qu'on a rencontrées, qui est assez volontaire, dit en entretien « Pour moi, l'hôpital, c'est une prison, j'ai décidé d'en partir. » Tout en indiquant aussi « Nous qui sommes ici comme Africains, des fois, quand tu vas à l'hôpital, tu es seul, donc on te fait faire des choses. » Et puis, certains formulent aussi des demandes. L'un demande à l'assistante sociale d'avoir une aide médicale. Un autre dit consulter souvent Google, demander des renseignements aux médecins. Mais dans l'ensemble, ces refus ou ces demandes concernent surtout celles et ceux qui ont certaines ressources, par exemple en termes d'études ou en termes d'appuis familiaux. En termes de ressources, justement, ils bénéficient globalement d'une prise en charge financière des hospitalisations et des traitements lorsqu'ils sont réfugiés par la sécurité sociale et lorsqu'ils n'ont pas de papier par ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, donc l'AME. Ceci, toutefois, après au moins 3 mois de présence sur le territoire français, qui doit être prouvé par des justificatifs, donc avec une adresse, sachant que Médecins du Monde peut les aider à monter leur dossier. Et puis, la tuberculose doit aussi être attestée, puisque toutes les maladies ne bénéficient pas de la même prise en charge. Donc, une responsable du CLAT nous dit la tuberculose permet d'avoir des soins rapidement et gratuitement sans assurance, mais il faut la preuve que c'est la tuberculose. Si on fait un scanner qui dit que ce n'est pas la tuberculose, il faut qu'il paye. Donc, on observe ici une forme de biolégitimité au sens de Didier Fassin, donc de soucis de santé dans le domaine de la tuberculose, sous réserve d'en établir la preuve, ce qui leur donne la possibilité ou le pouvoir de se soigner. Mais dans l'ensemble, la maladie les place dans une situation souvent de faible choix, au moins sur le plan sanitaire, comme si finalement toutes les contraintes s'ajoutaient les unes aux autres et s'alimentaient entre elles. Et d'ailleurs, une soignante nous dit « Ils deviennent tellement malades que c'est leur maladie qui les oblige à consulter. Ils n'avaient plus le choix, il fallait qu'ils y aillent. » J'en viens maintenant à mon dernier point. La définition de la maladie et du risque entre le vivant et le vécu, au sens de Canguilhem. J'y reviendrai. Donc, l'équipe biomédicale a pu effectuer le séquençage des génomes de plus de 200 souches de tuberculose isolées chez des exilés et en établir ce qu'elle appelle la phylogénie, c'est-à-dire en fait l'étude des ressemblances et des liens génétiques entre les souches, ce qui est illustré ici par la figure de gauche. Donc c'est une figure qui a été publiée dans l'article que vous voyez ici en référence, qui est publié par l'équipe dirigée par Étienne Carbonel. Et leurs résultats suggèrent que ces exilés ont été infectés par des souches issues de leur pays d'origine, qu'ils ont contractées soit avant la migration, soit récemment en France par l'intermédiaire de personnes issues du même pays. Vous voyez sur la figure de droite est représentée en fait la distribution des lignées génétiques des souches des malades qui recoupent en fait leur pays d'origine, que l'on connaît par des questionnaires. On pourra y revenir si vous voulez dans la discussion. Notre étude montre en revanche que 11 exilés interrogés sur 24 pensent avoir contracté la maladie en région parisienne, soit en raison de la promiscuité dans les transports, soit du fait de leur mode de vie précaire ou du stress induit par le voyage et la situation dans leur pays. Donc 11. 6 pensent l'avoir contracté dans leur pays d'origine ou en chemin, et 7 ne savent pas.
Ils disent, pour la plupart, être en bonne santé au moment de leur arrivée et que leur santé, en fait, s'est dégradée par la suite. Un processus qui est décrit dans la littérature comme le paradoxe de l'assimilation et qui peut expliquer pourquoi beaucoup pensent avoir été infectés en France. À cet égard, la grande majorité d'entre eux ne maîtrisent pas en fait la différence entre la tuberculose latente, donc le fait que les bactéries puissent survivre pendant des années dans le corps en l'absence de symptômes, donc tuberculose latente, et tuberculose maladie, donc qui est l'évolution défavorable qui correspond à une maladie avec des symptômes. Et un médecin explique en entretien cette évolution de cette façon. Il dit, quand ils arrivent, ils sont tellement surpris, désespérés. La réalité n'a rien à voir avec la promesse. Plus des problèmes d'adaptation au mode de vie, ça entraîne une baisse d'immunité. C'est la majorité des tuberculoses que nous diagnostiquons chez les primo-arrivants. La réactivation d'une tuberculose ancienne parce que la vigilance immunitaire lâche à cause des conditions de vie. Donc en somme, la définition de la maladie entre d'un côté les marqueurs biologiques et l'apparition des symptômes, donc entre la tuberculose latente et la tuberculose maladie, telle qu'elle est vécue par les exilés, reconfigure la question ancienne du normal et du pathologique posée par Canguilhem. Et l'ambiguïté en fait entre le normal et le pathologique est amplifiée ici lorsque l'on sait que l'Organisation mondiale de la santé considère qu'environ un quart de la population mondiale est infectée par le bacille de tuberculose. En somme, les germes de la maladie sont fréquents, relativement banals, mais ce sont les conditions de vie défavorables qui rendent malade. Et donc cette définition de la maladie produit des régimes de vérité de son étiologie, des régimes qui vont de la molécule, donc le vivant, à l'expérience des symptômes, donc le vécu. Et la confrontation de ces deux conceptions, la conception biomédicale et la conception profane, entre guillemets, importe pour favoriser l'implication des malades dans les politiques de dépistage de cas contacts qui n'ont pas toujours de symptômes, justement, et notamment dans les logements collectifs, dans les foyers. Et donc, en conclusion, on mesure mieux ici les difficultés structurelles, sanitaires qui pèsent sur les choix des exilés. Ils sont des sujets de soins sous de multiples contraintes, impact des raisons de l'exil, pour certains du voyage migratoire, précarité, situation juridique incertaine, répression. Leur participation aux politiques de santé, de recherche, est articulée à la notion même de ce qu'est la bonne santé et le risque. Est-ce qu'on est malade sans symptômes? Qui est-ce qu'on risque d'infecter? Et en lien aussi avec l'étiologie et les caractéristiques de la maladie. Où est-ce qu'on l'a attrapée? Est-ce que la souche est résistante aux antibiotiques? Et au-delà, nous pouvons lutter contre les stéréotypes des migrants porteurs de maladies en soulignant que des maladies comme la tuberculose sont liées à la pauvreté, à la promiscuité, en somme, aux conditions de vie qu'ils trouvent et que nous leur offrons en France. Merci à vous. Merci Joëlle. Merci. Je propose qu'on passe tout de suite à l'intervention d'Olivia Gross, puis on aura des questions transversales par la suite. Je sais pas qui c'est. Alors, où est le... Voilà. Je veux bien un coup de main sur où est le... Ah, ça suit. Ok, super. Merci. Ah, j'ai pas le moi, le diaporama. Si, je pense qu'il va, être mis en place après, quand il va être diffusé, je pense. D'accord. Ok. Pour avancer, c'est le bureau. D'accord, merci.
Donc bonjour, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis Olivia Gross, je suis maîtresse de conférence au laboratoire éducation et promotion de la santé et titulaire d'une chaire de recherche sur l'engagement des patients que l'Université Sorbonne Paris-Nord a créée il y a 3 ans. Donc ma communication porte sur une nouvelle fonction hospitalière, celle d'usager coordonnateur. Donc je ne l'ai pas là. J'ai besoin de la voir. Donc, ah voilà, merci, ça arrive. Donc l'objectif était de décrire la période sensible qu'implique une transformation des pratiques dans une organisation hospitalière. Et l'étude de cas qui guidait le projet consistait à étudier la dynamique portée par une usagère coordonnatrice. La question primaire de recherche était la suivante: quels sont les ingrédients actifs pour amorcer une démarche de changement telle qu'initiée par un usager coordonnateur, recruté donc en tant que patient par un hôpital, pour y développer le partenariat, en particulier dans le cadre de l'éducation thérapeutique, avec des associations et des patients. Donc l'objectif était donc de retracer les itinéraires propices au changement, mais on sait que caractériser l'innovation hospitalière nécessite une effraction dans la boîte noire de l'organisation. Donc, ce qui nous a guidés était de documenter toutes les interactions et ressentis de l'usagère coordonnatrice et la manière dont cela pouvait influencer ses actions. Aussi, la méthode a emprunté à l'auto-ethnographie. Plus précisément, nous avons mené une auto-ethnographie collaborative qui s'actualise de la manière suivante. Chacun des ressentis et interactions de l'usagère coordonnatrice a fait l'objet de notes dans son journal de bord. Ces notes ont été utilisées comme support lors des entretiens d'explicitation que j'ai menés à intervalles réguliers avec elle. Au total, 15 entretiens d'une durée de 2 heures. L'analyse a été faite en commun. J'ai proposé les interprétations, mais nous n'avons retenu que celles qui ont obtenu un accord mutuel. Donc une recherche en première personne permet d'accéder aux pans les plus reculés de l'intime et comprendre finement les ressentis qui guident l'action. Néanmoins, ces résultats ont forcément pour limite d'être dépendants de la personne. Alors, nonobstant cette limite, le parcours intime de Muriel, c'est son nom, dans sa prise de fonction reste intéressant parce qu'il permet de rendre compte, on le pense, de tensions dont nous pensons qu'elles ont malgré tout un certain potentiel de généralisation, ce qui est cohérent avec les objectifs de l'auto-ethnographie. Donc pour mieux comprendre les ressentis de Muriel, pour éclairer d'où elle parle, Muriel a fait d'elle-même le portrait suivant. Sensible aux enjeux de pouvoir, en particulier dans les rapports sociaux et de genre, je vis avec une maladie chronique et j'ai derrière moi un parcours associatif militant dans le cadre de ma pathologie. Ça fait plusieurs années que j'ai professionnalisé mon militantisme, d'abord dans le cadre associatif, puis comme enseignante de la perspective patient auprès d'internes en médecine générale, et maintenant comme agent hospitalier. Entre-temps, je me suis engagée dans un parcours de formation qui m'a menée jusqu'à un Master 2 en ingénierie de formation. Et en ce moment, et au moment de ma prise de fonction, j'envisage de commencer une thèse. Par ailleurs, je suis une jeune maman, bien que plus toute jeune moi-même, et j'ai beaucoup souffert dans le passé de la maladie psychique de ma maman, qui m'a laissée orpheline depuis longtemps, ainsi que de la précarité de mon père. Donc j'en arrive au résultat, et on va le voir, Muriel a fait face à de nombreuses tensions identitaires, émotionnelles et volitives. Alors, tensions qui n'expliquent pas à elle seule son désengagement, qui est intervenu 9 mois après sa prise de poste, de fonction. Des engagements qui s'expliquent par le fait que son emploi était qu'à mi-temps et il a été impossible de le transformer en plein temps, ce qui lui a fait craindre de s'installer dans une situation de précarité. Cela dit, les tensions repérées, on le verra, y ont quand même en partie contribué à son départ. Et les décrire permet en contrepoint d'appréhender des éléments propices au maintien dans ce type de poste. En tout premier, les tensions identitaires par lesquelles est passée Muriel. En fait, elle a été écartelée, tiraillée entre être une collègue comme les autres
et le souci de ne pas perdre sa singularité. Ainsi, par exemple, au contraire des conseils que lui prodiguaient ses collègues, qui lui disaient « tu vas vite, elle t'envahit », Muriel a pris tout de suite l'engagement avec elle-même de ne jamais banaliser son environnement. Et ça a orienté en particulier tous ses élans d'empathie. Dès lors qu'elle voyait un patient errer dans le couloir parce que la signalétique de l'hôpital n'était pas bonne, accessible, elle se précipitait hors de son bureau pour l'aider alors que ses collègues n'en faisaient pas de même. Ou bien encore, quand elle était témoin de pleurs sur un parking, elle avait à cœur quelque part de rester bouleversée toute la journée. Comme elle me l'a dit, je refuse de me blinder. En fait, il en allait de son identité de patient, mais il en allait aussi dans son esprit de ce pourquoi elle avait été recrutée, puisqu'elle avait été recrutée comme patiente. Le souci de ne pas perdre sa singularité a également orienté son regard sur son environnement de travail, qui a peut-être été du coup un peu d'ordre critique. Ainsi, quand un soignant a exprimé devant elle « on ne peut pas sauver tout le monde », elle n'a pas pu s'empêcher de relever « ils se prennent pour des sauveurs ». Ou encore, elle a regretté que quand les soignants font face aux limites de leurs compétences, le patient concerné soit dit compliqué ou qu'on dise de lui qu'il n'accepte pas sa maladie. Elle a aussi été tiraillée entre être considérée comme fragile ou pas. Ainsi, quand ses collègues lui conseillent d'apprendre à banaliser son environnement pour se protéger, elle considère que c'est paternaliste, parce que voilà, ça se soucier de son bien, pas comme elle le pense, pas la manière dont elle l'envisage elle, mais à l'opposé, il a pu lui arriver de déplorer qu'il ne prenait pas assez en compte le fait qu'elle vivait avec une maladie chronique. Par exemple, après avoir exprimé qu'elle devait composer avec des problèmes cognitifs, il lui a été demandé d'arrêter d'en parler. Et ce qui lui a fait dire « si je veux être considérée, je ne peux pas le dire comme ça ». En fait, et de conclure, en fait, ils auraient voulu une patiente pas malade. Il faut dire que les patients sont souvent stigmatisés sur la base d'une vulnérabilité cognitive réelle ou supposée. Et ça se retrouve dans la littérature. Elle a également été tiraillée entre être la patiente de service et être la patiente au service de l'engagement des autres, ce qu'elle était davantage censée être. En effet, alors qu'elle est chargée de l'engagement des autres, elle a souvent été sollicitée pour donner son avis à elle en tant que patiente, et y compris sur des sujets sur lesquels elle n'avait pas de légitimité. Et en fait, elle a répondu plutôt avec plaisir à ces demandes, mais à l'analyse, on s'est rendu compte que, ce faisant, elle est tombée dans le rôle d'une informatrice indigène, dans l'acception qu'a donnée Bell Hooks à cette notion, qui renvoie au fait de prendre à partie quelqu'un pour lui demander de parler au nom des siens, procédant ainsi totalement par essentialisme, surtout quand on ne prend pas la peine de s'assurer que la personne est légitime sur ces points-là. Elle a également fait face à de nombreuses tensions émotionnelles, en particulier parce qu'elle a dû apprendre à se taire. Ainsi, par exemple, on lui a souvent demandé de raconter son parcours de soins, mais ensuite on lui a reproché la colère qu'elle exprimait quand elle racontait ce parcours. Or, Muriel considère que sa colère est salutogénique. Elle dit « il me la reproche, mais je leur ai expliqué que sans ma colère, je ne serais pas là ». Il est néanmoins vrai que ce qu'elle a rencontré là s'explique parce que, on le sait, pour les soignants, le bon patient reste un patient succinct, qui ne prend pas trop de temps, compétent et rationnel, et surtout peu émotif, quasi placide. D'ailleurs, Muriel, au fil du temps, a appris à moins exprimer sa colère. Comme elle me l'a dit, c'est le métier qui rentre. Elle a aussi fait face à des injustices épistémiques. Elle a pu penser par moments que sa parole était inaudible du fait de son genre. Pour un homme, cela doit être plus facile. Mais elle a aussi réalisé que d'autres paroles que la sienne étaient particulièrement crédibles auprès de ses collègues et qu'elle pouvait prendre appui dessus.
je me suis aperçue in fine que mes colères n'étaient pas isolées et que souvent ce que je ne pouvais pas dire en tant que patiente pouvait être dit par quelqu'un d'autre que moi. Et elle y a largement fait appel. Néanmoins, c'est de l'ordre d'un type particulier d'injustice épistémique qui sont des injustices contributives. Ces tensions émotionnelles ont fait dire à Muriel, et du coup je le répète à sa place, il sera important dans nos conclusions de dire qu'il faut de la supervision, que ces entretiens, donc elle mentionne nos entretiens de recherche, ont été utiles pour ma santé mentale, qui est affectée d'être en position minoritaire dans un environnement culturellement éloigné du mien, et qu'il faut créer une communauté de pratique. Il y a eu aussi des tensions volitives, d'une part entre les intentions de Muriel et le possible. En effet, elle aurait voulu recruter des patients issus des communautés représentatives des usagers des hôpitaux de la Seine-Saint-Denis. Elle est allée sur les territoires, rencontrer les associations, mais ça a été compliqué d'ouvrir les espaces ad hoc à l'hôpital pour les intégrer. Elle a aussi voulu créer des partenariats avec les associations de malades. Et là, il y a eu une forme de résistance avec les soignants qui lui ont dit qu'ils les considèrent a priori, avant de les avoir rencontrés, comme trop revendicatives. Elle a commencé une de ses communications orales internes à l'hôpital en se présentant comme femme blanche hétérosexuelle de la classe moyenne. En fait, elle a souhaité faire ça pour montrer le décalage avec les personnes, les usagers de l'hôpital, et pour renvoyer ses collègues et les soignants de l'hôpital à la même différence, mais on lui a demandé de ne plus jamais faire ça. Elle aurait voulu voir évoluer les pratiques, mais elle a plutôt ressenti qu'il n'y avait de la place que pour valider l'existant. Et puis elle aurait voulu améliorer l'accompagnement à l'accès aux droits sociaux, et ça a été difficile à mettre en place dans les endroits, en tout cas, où elle a essayé de le faire. Ce qui lui fait dire, je ne vois pas l'utilité des patients partenaires si on ne donne pas accès aux droits. Je ne vois pas comment je peux rester dans un environnement comme cela. Donc, alors, elle a néanmoins, bien entendu, eu quelques propositions qui ont été retenues, mais en fait, quand seulement certaines propositions de Muriel sont entendues, eh bien, elle subit l'extractivisme des savoirs dont les patients engagés sont coutumiers. En fait, c'est un type d'extractivisme qui est caractérisé par le fait que ceux qui sollicitent les savoirs de tiers opèrent un tri pour ne retenir des propositions et des savoirs que celles et ceux qui sont acceptables, que celles et ceux qui correspondent à ce qu'ils en attendaient. Il y a également eu des tensions volitives entre ce projet et celui de l'organisation, c'est-à-dire de l'institution hospitalière centrale. En effet, il n'y a eu aucune coordination avec des initiatives équivalentes au niveau du siège de la PHP, ce qui nous a fait dire que l'organisation est en train de créer les conditions de sa propre désorganisation. Muriel a pu regretter aussi qu'on lui laisse trop d'autonomie. Ce qui lui a fait dire, c'est comme si c'était mon affaire et pas celle des autres. Puis on lui a délégué beaucoup de tâches annexes, qu'elle a fait avec plaisir parce qu'elle savait les mener, comme par exemple rentrer de la bibliographie dans Zotero. Seulement, on le sait, les tâches annexes facilitent l'intégration des usagers, en ce sens qu'ils partagent les tâches ingrates avec leurs collègues, mais on sait aussi que leur confier trop de tâches annexes traduit l'absence de volonté de leur faire faire ce pourquoi ils sont recrutés. Il y a aussi eu des tensions volitives du fait de Muriel. Par exemple, elle s'est fait positivement remarquer lors d'une formation qu'elle suivait elle-même en tant qu'apprenante sur l'éducation thérapeutique. Et du coup, on lui a demandé d'intervenir lors des prochaines sessions comme patiente experte et de participer à l'animation. Et elle l'a fait avec grand plaisir. Mais avec le recul, on se rend compte que ça l'a déroutée de ses objectifs. Donc finalement, on se dit que l'institution peut neutraliser n'importe quel concept. En effet, alors qu'un projet expérimental se caractérise dans les premiers temps de son implémentation par le foisonnement des idées et des actions, force est de faire le constat opposé pour ce qui est de ce projet. Le contexte ne s'est pas avéré propice pour maintenir son engagement, sans doute parce que le développement de la structure dans laquelle elle a été intégrée avait son propre agenda, sans doute aussi parce qu'une innovation a besoin d'être soutenue par une dynamique collective et qu'en dépit d'un soutien affiché, cette dynamique a été insuffisante.
Donc malgré un fort enrôlement dans son activité professionnelle, Muriel n'a pas trouvé dans ce poste la possibilité de se réaliser ni de mener les actions attendues. Alors son désengagement, je l'ai dit, hein, il est dû à des enjeux financiers, sans doute aussi à ses propres limites, mais pas seulement. Il est en effet bien connu que la répétition de difficultés conduit les acteurs de l'innovation à ne plus utiliser leurs ressources. Et de fait, hein, Muriel, elle s'était repliée sur des activités connexes, voire annexes, bien avant que les enjeux financiers n'apparaissent. Donc en fait, ces résultats, ils évoquent les difficultés auxquelles fait face l'outsider within, soit celui qui pénètre une institution et en interroge les normes à l'aune de celles d'un autre milieu en tant qu'acteur minoritaire. C'est une intégration qui est souvent faite dans le but d'entretenir l'illusion de l'indifférence, mais sans vraie volonté de changer les rapports de pouvoir. Et on sait aussi que c'est extrêmement coûteux sur le plan émotionnel pour l'outsider within. Alors l'outsider within, il a été caractérisé dans le cadre académique. Il s'agissait de femmes noires, sociologues, qui pénétraient donc le milieu de la sociologie, qui était à l'époque dominé par des hommes blancs. Mais ces résultats démontrent qu'ils valent aussi pour certains profils de patients quand ils pénètrent l'hôpital en tant que membres du personnel. Donc une conclusion en forme de perspective. Un nouveau recrutement vient d'avoir lieu. La fiche de poste a évolué. Elle est beaucoup plus précise que l'initiale. Ce que ces résultats nous disent, c'est que l'usager recruté devra s'appuyer sur des alliés de proximité, veiller à ne pas s'éparpiller dans des activités connexes et annexes, ne pas chercher à aller au-delà de ce pourquoi il est missionné, c'est-à-dire intégrer lui des patients plutôt qu'apporter lui-même la perspective patient. Néanmoins, sa perspective de patient devra trouver sa place, sinon à quoi bon recruter un patient à cette fonction, à ce poste. Et puis une intervision sous forme de communauté de pratique est à prévoir. Il sera aussi essentiel que la direction de l'hôpital envoie un signal de soutien, que l'engagement des patients soit intégré dans le projet d'établissement, que des journées dédiées à ce champ d'intervention soient organisées sur le site hospitalier, notamment pour valoriser les premières mises en œuvre. Quant à moi, j'ai envisagé un temps poursuivre ma recherche auprès de la nouvelle usagère coordonnatrice qui a été recrutée. Et puis finalement, je serais assez intéressée par suivre Muriel, qui vient d'être recrutée dans une CPTS de la Seine-Saint-Denis, donc une communauté pluriprofessionnelle territoriale en santé, pour y développer la démocratie en santé. Et je me dis qu'il serait intéressant, toutes choses égales par ailleurs, de voir si dans un nouveau contexte, ce qui se passe, et si ce contexte peut être plus favorisant, et le cas échéant, en caractériser les conditions. Je vous remercie pour votre écoute. Donc, merci beaucoup à ces deux premières interventions autour du premier axe de la plateforme. Et je laisse donc la parole à Céline Vénia, donc, qui a été postdoctorante à la plateforme SHS Santé, donc, qui a mené le projet Inégalité socio-territoriale de santé, donc, qui s'intéresse aux inégalités sociales et aux politiques municipales, aux politiques locales de santé. D'accord. Okay. Je pourrais l'avoir à l'écran aussi, ouais. Okay. Alors, bonjour à toutes et à tous. Déjà, en attendant que le diaporama apparaisse à l'écran, je voulais remercier les organisateurs et organisatrices du colloque, notamment Emmanuel, et puis remercier aussi la plateforme SHS Santé de m'avoir permis de faire ce travail, cette enquête sur les inégalités socio-territoriales de santé. Alors, je vais vous présenter quand même. Donc, en fait, nous, l'objectif en fait de l'enquête. Alors, moi, mon enquête s'inscrit dans l'axe 3 de la plateforme sur les politiques publiques et les inégalités socio-territoriales de santé. Et en fait, j'ai mené une enquête plus particulièrement sur
J'ai mené une enquête plus particulièrement sur une ville de Seine-Saint-Denis. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la démarche méthodologique. Alors voilà, j'avais remis en introduction en fait la problématique générale de que je suive quand même le diaporama. La problématique générale, c'était d'essayer de réfléchir aux effets en fait des politiques locales de santé sur les inégalités, c'est-à-dire comment. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous m'entendez pas, pardon. Je peux m'approcher du micro. Merci de me faire des signes. Donc oui, la problématique générale, c'était de montrer comment les politiques locales de santé contribuent ou non à réduire les inégalités sociales de santé. Et notamment, on s'est intéressé à la comparaison entre différents quartiers. Et donc, on est parti. En fait, j'ai commencé par relever en fait toutes les villes de Seine-Saint-Denis qui avaient des contrats locaux de santé, et puis de regarder un petit peu, de faire une analyse thématique de ces contrats locaux de santé pour voir un petit peu quelles étaient les orientations. Et puis je me suis appuyée beaucoup en fait sur la littérature sur les politiques locales de santé, notamment les travaux de Patricia Long. Je peux pas. Comment ça marche? Ah oui, c'est ça. Voilà, les travaux de Patricia Loncle, les travaux de Nadine Acharnoé, Marina Honta, etc. Voilà, tous les collègues qui ont travaillé sur différents dispositifs en santé au niveau local. Et donc, j'en ai tiré 3 problématiques. Bon, je ne peux pas revenir en arrière. 3 hypothèses. Une hypothèse sur la coordination des acteurs. Une deuxième hypothèse, donc ça, je vais développer dans mes résultats, une hypothèse sur l'imbrication des échelles en fait au niveau de la gouvernance en santé, et une troisième hypothèse sur le rôle, la participation des habitants en fait dans les quartiers. Sur la démarche méthodologique, donc j'ai croisé plusieurs approches. Donc j'ai parlé voilà de l'analyse thématique. Bon, je prends les points. Je prends d'abord le point 3. En fait, j'ai commencé par l'analyse thématique des documents. Donc j'ai analysé en fait les rapports, les contrats locaux de santé, tous les documents de travail, en fait les diagnostics sur les politiques locales de santé, etc. Ensuite, en fait l'enquête ethnographique et l'analyse socio-morphologique de la ville, elle s'est faite voilà en parallèle. Donc moi j'ai une formation de sociologue, d'ethnographe. Donc j'ai mené en fait dans la ville choisie, je vais vous expliquer ensuite après pourquoi, des entretiens avec les acteurs de la santé et de la politique de la ville. Donc j'ai commencé par contacter les coordinatrices ASV et CLS, et puis ensuite en fait j'ai mené une enquête un petit peu par boule de neige, c'est-à-dire que mes premières interlocutrices m'ont donné ensuite des contacts en lien justement avec les axes du CLS. En fait, j'ai suivi les axes du CLS pour mettre en place en fait mes entretiens. Donc voilà, je vais vous donner la liste. Ensuite, j'ai aussi observé alors des réunions, différentes réunions des acteurs de la santé, des réunions aussi avec l'ARS. Et alors j'ai participé à quelques ateliers, mais voilà, en temps post-Covid, c'est un petit peu compliqué de reprendre l'ethnographie puisque les jauges sont limitées. Donc voilà, la sociologue, voilà, elle vient s'il y a de la place. Et puis donc le troisième point de démarche méthodologique, ça a été ce que j'ai appelé une analyse socio-morphologique de la ville et des quartiers. Donc ça a été d'abord par l'expérimentation ethnographique, c'est-à-dire que je me suis baladée dans les quartiers, j'ai expérimenté aussi les difficultés d'accès en transport, etc. J'ai fait un relevé photographique des différents types d'habitats. Donc ça, je vais vous montrer quelques extraits. Voilà, je vais assez vite parce que je voudrais insister sur les résultats. Donc voilà, le choix de la ville. Il n'y a pas le titre en haut. Vous l'avez, vous, ou pas? C'est bizarre, il n'y a pas les slides titres. Bon, c'est pas grave. En fait, à chaque fois, il n'y a pas les titres, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi. Donc là, en fait, le titre, c'était voilà, pourquoi on a choisi. Voilà, j'ai choisi une ville de Seine-Saint-Denis en particulier. Donc, premièrement, parce que c'est une ville en fait qui était intéressante en termes de morphologie, parce qu'elle elle présentait différents quartiers, à la fois des quartiers centraux. Alors quand je parle de quartiers, oui, c'est les quartiers classés QPV par la politique de la ville, les quartiers dits prioritaires. Donc on avait des quartiers différenciés, donc centraux et puis plus périphériques. Donc ça voilà, on avait cette hypothèse de l'enclavement qui était quand même assez importante par rapport à l'attention publique en matière de santé. Ensuite, en termes d'habitat, il y a aussi des quartiers diversifiés, c'est-à-dire il y a à la fois une présence
présence de grands ensembles de logements sociaux et puis aussi de l'habitat pavillonnaire dégradé. Alors, donc là, voilà, ça va être un enjeu important, notamment pour l'axe 2 sur le logement et l'habitat indigne. Et puis, c'était une ville aussi, alors voilà, il y a des villes de Seine-Saint-Denis qui sont un peu les vedettes, entre guillemets. C'était une ville qui a peu été étudiée finalement et peu médiatisée sur cette question des inégalités de santé. Donc, et après, il y avait aussi voilà, une justification ethnographique. Quand on fait de l'ethnographie, voilà, on envoie des messages, on contacte les personnes. Et puis, c'est vrai que là, pour le coup, ce qui a joué aussi, c'est que c'est les premières qui m'ont répondu. Là, la coordinatrice CLS et la directrice de la politique de la ville m'ont tout de suite proposé, voilà, m'ont convié à un entretien commun justement avec l'équipe, voilà, la coordinatrice ASV, CLS et puis la politique de la ville. Donc ça m'a permis de présenter voilà, ma recherche, enfin les enjeux de ma recherche et puis de tout de suite d'être en fait au cœur justement du nœud des personnes qui sont porteuses des politiques locales de santé dans cette ville. Voilà pour la méthodologie. Donc voilà, sur la liste donc là c'est la liste en fait des personnes que j'ai rencontrées. Bon alors rapidement voilà la coordinatrice oui alors sur la ville, oui la coordinatrice de la thématique santé à Profession Banlieue, ça a été une personne ressource aussi très importante, mais voilà qui n'est pas sur la ville, mais qui a orienté le choix de la ville du coup. Ensuite, donc sur la ville elle-même, la directrice de la politique de la ville, la coordinatrice ASV, la directrice de la maison des parents, la responsable du service hygiène. Bon, tout ça, je vais développer après dans les résultats. Et notamment, voilà, par rapport aux thématiques, si je reprends, en fait, tous ces acteurs, je les ai rencontrés en fait au fil des axes du CLS, c'est-à-dire que le CLS de la ville sur laquelle j'ai travaillé. On a cinq axes. Donc le premier axe pour lequel il y a beaucoup d'actions en santé, c'est enfance, jeunesse, parentalité. Ensuite, on a un axe sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est habitat indigne, hygiène, etc. Il y a un axe sur les personnes âgées. Et un axe aussi sur tout ce qui est accès aux droits, offre de soins, voilà, sur les professionnels de santé, etc. Et enfin, il y a un cinquième axe, justement, parce que là, le CLS est en train d'être réécrit. Il y a un cinquième axe qui est apparu, enfin, qui était déjà présent, mais qui est apparu comme axe en tant que tel après le confinement, justement, c'est sur la santé mentale. Donc, voilà, j'y reviendrai aussi. Voilà, donc voilà, ça c'est des lieux que j'ai observés. Donc ça, c'est la maison des parents. Vous avez le titre, c'est dommage. En fait, les titres, ils sont dans un bandeau rouge, mais je sais pas, le rouge a été... voilà, donc là, voilà, vous avez quelques petites photos. Donc là, c'est le centre municipal de santé du centre-ville. Voilà, il y a 5 centres municipaux de santé, donc dans différents quartiers. Ça, c'est celui du centre-ville. J'ai rencontré aussi le service hygiène habitat indigne, la maison des services publics, voilà, dans le quartier Avenir. Donc ça, c'est la liste des actions santé. Bon, je passe parce que voilà, j'ai pas beaucoup. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer sur les types d'habitat. Donc là, le quartier Gagarine, donc qui s'appelle quartier Avenir maintenant, qui a été, voilà, c'est du logement social, mais qui a été rénové, enfin qui est en cours de rénovation. Voilà, le premier bâtiment là, il est déjà rénové, puis derrière il y a des travaux. Et ça, en fait, c'est de l'habitat social qui n'a pas encore été rénové, mais qui, voilà, tout est fermé, donc ça va être détruit, reconstruit, etc. Voilà, donc c'est des quartiers en fait d'habitat social anciens. Donc ça va être important en fait dans ce que je vais dire par rapport à tout ce qui est sociabilité, solidarité de quartier, que ce soit voilà, il y a une mémoire de quartier, un ancrage important. Mais en même temps, c'est des quartiers qui sont pas délaissés, pour lesquels il y a une politique de rénovation urbaine. Donc ça, c'est important. Voilà. Et 2 autres quartiers, donc le quartier centre-ville ici, donc là c'est près de la mairie, et le quartier Cité du Nord qui s'appelle maintenant... Alors oui, il y a eu un changement de nom dans les quartiers, mais les habitants continuent d'utiliser les anciens termes, donc je les ai gardés. Alors, j'ai pas le titre, donc... donc là, voilà, là j'en viens en fait, après avoir présenté un petit peu la démarche, je vais vite sur la démarche, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est que je voudrais insister en fait sur mes 5 points de résultats, puisque voilà, là moi j'ai rédigé le rapport final de l'enquête, hein, j'ai terminé l'enquête en fait. Donc en fait, tout mon travail de terrain en fait s'est articulé autour des 3 hypothèses de départ, et puis a mis à jour en fait des nouveaux éléments. Ce sur quoi je voudrais insister, voilà, c'est que mon enquête a mis à jour des nouveaux éléments sur l'articulation justement des services municipaux, l'articulation des thématiques de santé,
l'articulation, enfin de santé et pas seulement de santé, on va voir, l'articulation des échelles territoriales aussi, qui montre justement une mise en pratique du mot d'ordre de la santé dans toutes les politiques. C'est-à-dire que dans les publications en santé publique, dans les réunions par exemple avec l'ARS, entre les différents acteurs, les institutionnels, etc., on retrouve toujours ce mot d'ordre de la santé dans toutes les politiques, etc. Moi, ce que je voudrais démontrer là, en fait, avec ma partie sur les résultats de l'enquête, c'est que elle est en fait déjà mise en œuvre, en quelque sorte, cette espèce d'injonction dans l'expérience locale. Voilà, je crois que c'était mon titre de la première slide, c'était mettre en pratique la santé dans toutes les politiques par l'expérience locale. Et donc, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que la conception et la mise en œuvre des actions en santé au niveau local, elle démontre une imbrication des thématiques et des services qui encourage justement une approche intersectorielle des politiques publiques. Concrètement, il y a une imbrication des thématiques, notamment de la politique de la ville, c'est-à-dire que quand on travaille sur la santé, on travaille bien souvent en lien aussi avec l'éducation. Par exemple, il y a beaucoup d'actions en santé qui sont menées en partenariat avec les écoles, par exemple. Le bureau d'information jeunesse travaille beaucoup, par exemple, avec le lycée. Donc, il y a cette imbrication des thématiques. Donc, la santé, elle est... c'est pas la santé en tant que telle, elle est présente en fait dans les autres thématiques. Sur l'habitat, évidemment, voilà, quand j'ai rencontré la responsable de l'habitat, du service habitat indigne, voilà, c'est un point important de la dimension santé, mais qui est en lien en fait avec l'environnement social, matériel, environnemental plus large des personnes. Voilà, je vais vite là-dessus. Oui, c'est ça, voilà, c'est ce que je disais. Donc, les thématiques qui sont valorisées aussi dans le CLS, elles appellent aussi justement ce décloisonnement sectoriel. Donc, enfance, jeunesse, évidemment, on va travailler avec les partenaires éducation. Sur la question des personnes âgées, par exemple, ou de l'accès aux droits, on va travailler aussi avec tous les services d'action sociale, etc. J'ai rencontré le directeur du CCAS, par exemple. Donc, voilà, il y a aussi justement... ce sur quoi je vais venir maintenant, il y a un décloisonnement aussi des services, c'est-à-dire que les différents acteurs vont avoir une démarche partenariale. C'est pareil, il y a une injonction au partenariat, etc. En fait, cette démarche partenariale, elle est déjà présente dans le quotidien, en fait, dans le travail quotidien des personnes qui œuvrent dans la médiation en santé, la coordination en santé. Donc mon deuxième point, je l'ai appelé... Alors oui, le premier point, c'était, je vous avais dit... Bon, bref, c'est pas grave. Le deuxième point, c'est donc acteurs, valoriser la démarche partenariale et le réseau de sociabilité professionnelle. Donc quand je parlais de conception large et intersectorielle de la santé, celle-ci, elle est portée justement par les partenariats et par tout le travail de maillage, de coordination qui est fait par les acteurs. Donc cette hypothèse qui était déjà... mise en valeur dans d'autres travaux sur les politiques locales de santé, elle se vérifie vraiment fortement dans mon terrain. Et notamment, les actions en santé, elles s'organisent souvent autour de l'articulation de binômes d'acteurs municipaux. Par exemple, le centre d'action sociale va travailler beaucoup avec le service hygiène. Le centre municipal de santé va travailler avec le centre médico-psychologique. La maison des parents, là je vous ai montré une photo, va travailler beaucoup avec les écoles. Le bureau d'information jeunesse va travailler avec les collèges et lycées, etc. Donc il y a des binômes d'acteurs, logement santé, éducation santé, etc. qui vont en fait c'est cette démarche aussi et puis cette sociabilité. Voilà, j'ai parlé de sociabilité municipale ou sociabilité professionnelle qui va permettre de porter les actions et puis aussi de favoriser leur pérennité, parce que souvent l'enjeu des actions en santé dans les villes, c'est aussi de pouvoir les renouveler, voilà, et puis de conserver parce que en fait c'est des budgets qui sont demandés chaque année, etc. Souvent il y a des appels d'offres, donc le fait que les partenariats y soient installés, ça permet aussi de favoriser la pérennité des actions. Je crois que je l'ai marqué quelque part, je sais plus. Voilà.
Oui, et justement, la démarche partenariale, elle est valorisée en fait par tous les acteurs, mais ils en ont parfois des expériences contrastées. C'est-à-dire qu'il y a certains acteurs qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui ont l'habitude de travailler avec les autres services de la mairie, donc qui vont vraiment voilà, être inscrits dans un réseau municipal. Enfin voilà, ils vont être familiers des partenariats, des transversalités entre les services. Et puis il y a quelques acteurs que j'ai rencontrés qui venaient d'arriver et qui déplorer un petit peu le manque d'insertion dans les réseaux municipaux, etc. Donc voilà, c'est vraiment une question voilà, qui est formulée en positif et en négatif, mais qui est très présente. Voilà, je passe maintenant à la troisième point de résultat, donc vous n'avez toujours pas le titre. Donc le titre, c'était échelle, voilà, point 3, échelle, mettre à jour l'imbrication des territoires dans les dispositifs de santé. Donc ce décloisonnement thématique et sectoriel là, dont je viens de parler des politiques locales de santé se double, même chose dans l'expérience, d'un décloisonnement territorial avec une articulation des échelles de décision dans la mise en œuvre des actions de santé et notamment la conception, le financement et la mise en place des actions en santé sur la ville s'inscrit plus largement dans une articulation des échelles territoriales de gouvernance entre la municipalité, le département, la région et l'État. Voilà, chacun en fait dans les textes, en principe, chacun a son rôle, a ses compétences, chaque niveau territorial a ses compétences, mais en réalité, quand on observe les pratiques, on a un peu un effet de brouillage en quelque sorte de ces missions qui sont formalisées. Et donc un effet, j'ai parlé de décloisonnement territorial. Si on prend quelques exemples, la politique municipale de lutte contre l'habitat indigne, par exemple, elle s'articule autour de différentes étapes. Donc d'abord un repérage des logements dégradés dans les quartiers. Alors ça peut être soit par les habitants qui vont faire des signalements, soit par les agents de contrôle qui vont se balader dans le quartier, repérer les logements en suroccupation par exemple. Et puis ensuite ils vont solliciter l'ARS pour faire des relevés, etc. Ils vont faire des demandes d'hébergement auprès du département, donc pour les familles qui peuvent pas rester dans les logements. Donc il peut y avoir une intervention de la municipalité, de la région avec l'ARS, du département. Même chose, je prenais l'exemple aussi des campagnes de vaccination. Donc les campagnes de vaccination, elles sont portées, financées par le département, mais souvent elles sont assurées par le personnel des centres municipaux de santé, donc le personnel municipal. Même chose dans les campagnes aussi autour de l'hygiène bucco-dentaire, elles sont dans les écoles en fait, elles sont assurées par les personnels de l'éducation nationale. Donc voilà, il y a une espèce comme ça de brouillage des compétences dans la mise en œuvre des actions entre les différentes échelles territoriales. Et ça se retrouve aussi, voilà, juste dernier point sur ce résultat-là, dans les budgets, par exemple, il y a plusieurs acteurs que j'ai rencontrés dont les postes sont financés conjointement par la ville et par une autre échelle, par exemple le diététicien du CMS, du Centre municipal de santé, son poste est financé à moitié par la ville et à moitié par le département, en fait, dans le cadre du plan national de lutte contre l'obésité, etc. J'ai rencontré aussi une intervenante sociale en commissariat dont le poste est financé aussi pour moitié par le ministère de l'Intérieur. Donc elles dépendent de la mairie et du ministère de l'Intérieur. Donc il y a une imbrication comme ça aussi, même au niveau des financements. Alors ensuite, quatrième point de résultat, je l'ai appelé quartier, cibler les quartiers enclavés et les populations précarisées. Voilà, je vous lis le titre à chaque fois qu'il n'est pas là. Donc en fait, nous, j'avais une hypothèse forte par rapport à l'enclavement. Voilà, j'ai choisi cette ville justement par rapport à cette hypothèse de l'enclavement. Et en effet, alors d'une part, elle s'est confirmée pour deux quartiers. En fait, c'est une ville. En fait, il y a deux quartiers qui reviennent beaucoup dans le discours. Enfin,
que j'avais identifiés déjà sur la carte, mais qui reviennent aussi dans le discours. C'est un quartier qui est au nord. En fait, c'est deux quartiers qui sont séparés de la ville. La ville, elle est à peu près en rond comme ça, qui sont séparés de la ville par une voie ferrée. Donc au nord, il y a le quartier, il y a un quartier au nord qui est séparé par une voie ferrée, et on se rend compte en fait que dans les pratiques des habitants, ils sont plus, y compris en termes de santé, ils sont davantage tournés vers la ville voisine. C'est-à-dire que c'est un quartier où il n'y a pas de centre municipal de santé, il n'y a pas de lieu de soins municipal, etc. Donc ils vont aller plutôt au centre municipal de santé de la ville voisine. Et il y a un autre quartier qui est situé à l'ouest de la ville, où là il y a beaucoup plus de services. En fait, c'est deux quartiers qui sont identifiés comme enclavés, en tout cas périphériques de la ville, séparés par une voie ferrée. Ils n'ont pas du tout justement c'est pas du tout la même expérience. Voilà, le quartier au nord, il est en effet, il y a peu de relations avec le centre, alors que le quartier à l'ouest, alors bon, non seulement il y a des relations avec le centre parce qu'il y a une attention publique sur ce quartier-là, notamment du service Habitat Indigne. Il y a aussi la présence d'une maison des services publics, d'une médiathèque, d'un centre municipal de santé. Donc voilà, c'est un quartier et c'est un quartier ancien justement. Voilà, ça fait partie des quartiers d'habitat social ancien qui a une histoire aussi importante, etc. Et donc il y a des services municipaux qui sont présents dans ce quartier. Donc voilà, les deux quartiers qui répondent à cette hypothèse de l'enclavement n'ont pas du tout les mêmes situations finalement. Sinon, dans le discours des acteurs, donc ces deux quartiers-là, ils reviennent en fait dans le discours de certains acteurs. En revanche, il y a certains autres acteurs, notamment ceux qui ont une approche beaucoup plus universaliste, je sais pas comment dire, mais qui vont pas en fait demander forcément le quartier de résidence des personnes qui vont fréquenter les lieux. Je pense notamment au bureau information jeunesse, à la maison des parents. C'est des acteurs qui formulent pas du tout la thématique des quartiers. Voilà, elles, donc deux femmes, elles reçoivent les publics, les jeunes, les familles, les adolescents, sans forcément leur demander de quel quartier elles viennent, etc. Elles ont pas, c'est pas quelque chose qui est formulé comme tel, l'appartenance de quartier dans leur discours. Et enfin, sur le quartier, ce que j'ai relevé qui est vraiment important, là plus dans le discours des acteurs associatifs ou des acteurs qui sont par exemple la directrice de la maison des services publics là dans le quartier Avenir, ou le directeur du centre social dans le quartier Cité du Nord, c'est que il y a vraiment un ancrage, une perception sensible des habitants et des acteurs associatifs, et notamment avec un discours positif sur le quartier et un rejet justement de cette approche par l'enclavement. Quand on parle avec les acteurs associatifs de la Cité du Nord, ou la directrice par exemple de la maison des services publics du quartier Avenir, ce qui ressort, c'est justement qu'il y a un ancrage de quartier, il y a une sociabilité de quartier. La maison des services publics, c'est un lieu où on peut avoir qui va favoriser l'accès aux droits, c'est comme une mairie annexe un petit peu, et puis c'est aussi un lieu identifié dans le quartier, ça peut être un lieu de sociabilité, etc. Donc il y a cette hypothèse de l'enclavement, elle n'est pas du tout ressentie comme telle par les habitants. Les habitants, ils ont au contraire un attachement à leur quartier, et ils n'ont pas forcément besoin d'en sortir au quotidien. Donc c'est lié aussi évidemment à une mémoire du quartier, et puis je vais insister dans la dernière partie à des pratiques de solidarité, de voisinage, etc. qui sont ancrées et qui ont qui sont réapparus, en tout cas aux yeux de ceux qui ne les voyaient pas, pendant la période de la pandémie et du confinement. Oui, c'est mon dernier point, ça tombe bien. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, dernier point, donc je l'ai appelé donc inégalité, ancrer la santé dans l'environnement social et dans la vie quotidienne. Donc je l'ai déjà dit au début, et puis on est plusieurs à le dire. C'est apparu beaucoup aussi dans la présentation de Joël. Ce que montre aussi mon travail, c'est que
mon enquête démontre la nécessité d'aborder la santé justement dans une approche transversale et élargie aux déterminants sociaux. Donc voilà, d'agir sur l'environnement social et matériel dans les différents quartiers. Donc j'ai parlé du logement, voilà, améliorer les conditions de logement, la qualité de vie au quotidien, favoriser la médiation, la diffusion des dispositifs en santé. Agir pour lutter contre les discriminations dans l'accès aux droits et aux soins. Voilà, il y a certaines populations qui vont être discriminées en fait dans l'accès aux soins. Ça a été beaucoup documenté aussi par les collègues en sociologie. Quand je dis améliorer les conditions de logement, la qualité de vie au quotidien, c'est aussi travailler par exemple sur les pratiques alimentaires, les pratiques de mobilité, etc. Bon, ça on va y revenir dans la suite du colloque, hein. C'est un axe important, toute la dimension travail, environnement, etc. Mais c'est apparu, voilà, moi c'est pas central dans mon travail, mais c'est apparu dans le discours de plusieurs acteurs, notamment le diététicien, hein, du CMS a beaucoup insisté sur cette dimension d'éducation aussi aux pratiques alimentaires, etc. L'intervenante sociale en commissariat, voilà, elle a beaucoup insisté aussi sur la dimension relationnelle et tous les acteurs plus largement en fait qui agissent dans la médiation en santé insistent en fait sur l'enjeu de valoriser la dimension relationnelle, médiation, etc. Et puis donc quand j'ai parlé d'inscrire la santé dans l'environnement social et dans le quotidien, c'est aussi inscrire les thématiques de santé dans la vie quotidienne des habitants et pas seulement dans une dimension négative. Parce que voilà, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que souvent, quand je suis arrivée, par exemple, au centre social municipal dans la Cité du Nord, ils m'ont dit, mais nous, on n'a pas de problème de santé. Je leur ai dit, voilà, moi, je travaille sur les politiques locales de santé, etc. Ils m'ont dit, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Nous, on n'a pas de problème de santé. Donc, il y a une espèce de réticence ou de méfiance face à cette entrée par la santé, alors qu'en fait, ils font plein de choses. Voilà, il y a des ateliers de parole pour les mamans du quartier. Il y a des ateliers de sport, il y a plein de choses pour la santé justement, mais qu'ils ne formulent pas de cette manière-là. Voilà. Et je termine donc en conclusion, donc sur ce que je disais, je ne sais plus comment j'ai appelé ma conclusion, mais en gros voilà, l'idée c'est de valoriser l'expérience des acteurs de terrain, hein, je pense qu'on en reparlera aussi dans la suite de la matinée. Donc valoriser une approche globale de la santé et agir sur les inégalités sociales et territoriales de santé. Encourager le travail de coordination des acteurs de terrain et notamment, j'ai pas la suite du titre, je sais pas si vous mais vous avez pas non plus. Quelle horreur. Donc la suite du titre, c'était, il me semble de mémoire, vers une reconnaissance des compétences et une revalorisation du métier, parce que ce sur quoi insiste beaucoup les acteurs des politiques locales de santé, c'est sur tout le turnover, par exemple, toute la précarité du travail, hein, les coordinatrices CLS, par exemple, elles occupent des postes précaires, souvent à mi-temps, etc. Il y a beaucoup de turnover, donc c'est une entrave en fait dans la mise en œuvre de politiques pérennes. Et sur la dimension plus quartier, je terminais en disant lutter contre la stigmatisation des quartiers et valoriser les pratiques des habitants et des associations et notamment toutes les solidarités de voisinage et puis les compétences citoyennes qu'on a vu, je disais, réapparaître pendant toutes les pratiques de solidarité de voisinage. Voilà, je termine là-dessus et je suis désolée que vous ayez eu que la moitié de mon PowerPoint. Oui, ça a un peu gâché la présentation. Beaucoup, bon, si vous avez des questions, Oui. Voilà, bon. C'est pas grave. Bien, donc on va passer au temps de questions-réponses. Donc des micros vont être distribués dans la salle et s'il y a des questions par le chat, elles nous seront transmises. Voilà. Quand la première question est toujours la plus difficile à poser. Oui. Oui, c'est bon. Et je propose qu'on prenne une série de questions, peut-être parce que le temps a passé et si on veut tenir les délais, donc on prend une série de questions et on vous laissera répondre. Alors Guillaume Suarez du Centre universitaire médecine générale et santé publique à Lausanne, en Suisse. Et j'ai une question pour vous, Olivia Gross. Donc, on est sensibilisé par cette histoire donc de Muriel. Et je me posais la question dans son vécu, par réciprocité, quel a été le vécu? Est-ce que ça a été envisagé d'écouter les soignants, par exemple ses collègues de bureau,
quelle catégorie de travail c'était, quelle est leur propre perception, elle, du travail que venait faire Muriel. Est-ce qu'elle venait espionner, corriger? Est-ce que c'est parce qu'eux travaillaient mal? Donc, on sait la crise de sens que traversent aussi les soignants, les catégories d'infirmiers, par exemple. Donc, c'est sans surprise de voir que la machine institutionnelle est capable de neutraliser de l'innovation. Mais voilà, je suis curieux de savoir quel est le vécu de ces soignants qui finalement ne l'ont pas non plus beaucoup aidé. Bonjour et merci pour vos présentations. Je suis Catherine Cavalin, donc CNRS, sociologue à l'IRISO. Une question pour Joël Vailly. Vous avez eu l'occasion d'observer, alors moi j'ai travaillé au SAMU social un temps et j'ai participé à des bilans infirmiers par exemple. Je me demandais si vous aviez eu l'occasion de participer aux entretiens que font pour les bilans infirmiers avec les migrants exilés, les interprètes et les médecins ou infirmiers du SAMU social pour vous faire une idée de justement du rôle que peuvent jouer ou pas, selon vous, dans la participation du patient, ces moments de récits de vie médicale, d'anamnèse et aussi de récits de trajectoire, de traversée de la mer, etc. Donc, alors, comment ces organismes qui participent à la constitution administrative de l'existence du dossier médical contribuent ou non, selon vous, à la participation du patient? Et pour Olivier Agros, sur le patient coordonnateur, je n'ai pas compris peut-être, ou vous ne l'avez pas dit, je ne sais pas, et si vous l'avez dit, je m'en excuse. La révision de la fiche de poste, comme vous l'avez présentée à la fin, dans quelle mesure est-elle indépendante ou non de votre recherche? C'est-à-dire, est-ce que vous avez collaboré à une reformulation d'une façon ou d'une autre avec Muriel à cette évolution? Merci. Merci pour les présentations. C'était plutôt une question pour Joël Vailly aussi. Enfin, plutôt un commentaire, en fait. Je trouvais très intéressant la présentation, la recherche et le fait finalement de mettre en valeur que, donc ça c'est peut-être avec votre travail de recherche phylogénétique en particulier, qui finalement sur du séquençage, donc et par rapport aux invitations d'Emmanuel Henry au début de travailler avec les scientifiques, c'est-à-dire que finalement c'est une manière de réintroduire sur l'origine étrangère finalement de la tuberculose et bien des interprétations sociales, puisque elles vont être ce que tu as montré, c'est que finalement on va imputer aussi cette éclosion de la tuberculose, non pas seulement à son origine génétique différente, mais au fait que ça éclot dans un milieu social et dans des conditions de vie particulières liées à la migration, etc. Et je voulais faire juste une petite remarque aussi historique, en disant que c'était une vieille histoire, cette question de la tuberculose qu'on appelait autrefois d'éclosion ou d'inoculation, et que c'était une manière, quand on considérait qu'elle avait été contractée à l'extérieur, par exemple pour les soldats de la Première Guerre mondiale, que la tuberculose avait été contractée en fait avant le service. C'était un moyen de dégager la responsabilité de l'État de la prise en charge par des indemnités de la maladie. Bonjour et merci beaucoup pour vos présentations. J'ai une question pour Madame Venia. Excuse-moi. J'ai une question pour Madame Venia. En tant que... Vous avez cité le cité Gagarine, qui, je crois, a eu un caractère très fort communiste, une passé avec une identification très fort, un
engagement fort communiste. Et je voulais savoir si vous avez pu faire une comparaison avec un autre quartier enclavé, ayant moins cette identité-là, et si les services proposés étaient différents, enfin s'il y avait un taux de services différent, et comment les habitants aujourd'hui dans ces cités que vous avez étudiées identifient toujours, enfin comment ils identifient, est-ce qu'ils ont toujours un attachement à cette passé communiste, comment ils s'identifient politiquement, s'il y a une liaison avec les services proposés. Merci beaucoup. Merci. Ben, écoutez, je propose que vous répondiez dans l'ordre que vous le souhaitez. Le micro est sur la table. Il faut que quelqu'un commence, donc je vais commencer. Merci pour vos questions. Je vais les prendre moi dans l'ordre donc dans lequel elles ont été posées. Pour ce qui est du fait d'assister à des entretiens dans le cadre des échanges du SAMU social, en effet, vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose qui serait très intéressant, qu'on n'a pas fait du tout. Pour la bonne raison qu'on avait là une nouvelle étude, enfin en tout cas pour moi c'était un nouveau thème, j'ai découvert plein de nouvelles choses, et donc on a commencé par une voie d'accès qui passait par l'hôpital, un des hôpitaux de la Seine-Saint-Denis, en collaboration avec l'équipe d'Étienne. Et donc dans cette phase-là, on s'est vraiment limité, enfin on a circonscrit l'enquête à l'enceinte de l'hôpital, même si on a trouvé qu'il était important de faire quelques entretiens avec les équipes du SAMU social, du CLAT et du CASO de Médecins du Monde. Mais bien sûr, ce serait tout à fait passionnant et à faire, dans un deuxième temps peut-être. Pour ce qui est de la remarque sur la phylogénétique et l'histoire, merci pour la précision historique. C'est toujours passionnant, je trouve, de voir à quel point la tuberculose a été à la fois, je crois, très étudiée par les SHS, et en même temps, c'est ce que j'ai trouvé intéressant lorsqu'on a commencé à en parler avec Étienne, c'est que depuis ce séquençage effectué, je crois, à toute allure, avec les nouveaux séquenceurs, le nouveau type de séquenceurs dont on a beaucoup parlé au moment de la pandémie avec le Covid-19, depuis ce séquençage-là, on assiste peut-être à une sorte de renouveau des recherches, en tout cas des recherches biomédicales sur la tuberculose. Ça a donné une espèce de coup de jeune, si j'ose dire, à cette vieille maladie. Et de fait, de nouvelles questions pour les sciences sociales, et notamment sur cette relation entre la vie biologique et la vie sociale, et entre le passage de la molécule aux histoires vécues des personnes qui je trouve, résonnent assez fort. Enfin, pour moi, ça vibre vraiment. Mais bon, donc merci en tout cas pour cette remarque. Voilà, je crois que c'était tout pour moi. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question, parce que j'ai pas insisté tellement sur l'orientation politique de la ville, mais alors il faut remettre tout ça dans le contexte historique. Alors en fait, les différents quartiers, alors sur la dimension de comparaison, alors c'est difficile de, en fait, alors sauf les nouveaux quartiers, notamment j'ai parlé d'un quartier au nord de la ville qui a été classé QPV en fait dans le dernier. Dans la dernière version du plan de ville, et du coup qui voilà, c'est pas un quartier où il y a une tradition, c'est pas un quartier d'habitat social, déjà c'est pas un quartier avec des grands immeubles d'habitat social, et c'est pas forcément un quartier où, après voilà, moi j'ai pas étudié les pratiques politiques, partisanes, électorales, militantes des habitants, mais évidemment la ville sur laquelle j'ai travaillé, elle est ancrée dans un historique politique, et qui est très important justement sur la question de la santé. Donc j'ai pas vraiment, on peut pas dire que j'ai comparé en fait l'accès à la santé dans différents quartiers, donc dont un avec plus une tradition communiste et puis un
moins marquée politiquement, ou etc. En fait, la ville elle-même, c'est une ville de tradition communiste, bon, qui ne l'est plus aujourd'hui, comme beaucoup de villes en Seine-Saint-Denis, mais en fait, voilà, globalement, si on refait un peu une photographie de la Seine-Saint-Denis, l'engagement en santé des villes, il est très fortement lié justement à cette tradition de solidarité en lien avec un ancrage communiste, et notamment les centres, j'ai parlé des centres municipaux de santé, alors je vais pas vous faire l'historique, mais voilà, les centres municipaux de santé, c'est vraiment en fait un choix politique, en fait, hein, c'est porté par les municipalités, alors que je l'ai dit rapidement, mais la santé n'est pas une compétence, hein, de la ville dans les textes, hein, c'est un choix, voilà, c'est un choix politique, donc c'était important. Enfin voilà, la question me permet de rappeler ça, donc de rappeler que voilà, quand on travaille sur les villes engagées en santé en Seine-Saint-Denis, on travaille sur des villes qui sont ancrées dans une tradition politique, enfin, voilà, ce qu'on appelait la banlieue rouge. Donc avec présence des CMS, et ça c'est, enfin moi en fait j'ai davantage mis en évidence ce qu'on pourrait appeler voilà l'identité de quartier. J'ai cité Gagarine, la Cité du Nord, notamment à l'ouest de la ville. C'est des quartiers qui ont été rénovés pour la Cité du Nord, qui sont en cours de rénovation pour Gagarine, enfin voilà, maintenant on dit Avenir, mais qui gardent en fait ce que met en avant mon travail, c'est davantage le fait que quand on est dans un quartier d'habitat social, il y a une présence d'associations, d'acteurs associatifs, d'acteurs locaux, de relais. Voilà, ce qui est important en fait dans les politiques locales de santé, c'est cette présence justement des acteurs relais. Ça peut être des associations, ça peut être des lieux ressources comme la maison des services publics, le CMS, les PMI, etc. C'est aussi des quartiers qui font l'objet d'attention. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi une concentration d'habitants, hein, et d'habitants précarisés, donc du coup, de populations précarisées. Donc du coup, il y a aussi une attention de la part des politiques publiques davantage sur ces quartiers. Si on compare les deux quartiers enclavés, il y a davantage d'attention sur le quartier enclavé, donc de l'autre côté de la voie ferrée, où voilà, on a beaucoup d'immeubles de logement social avec une concentration d'habitants importante, et par rapport au quartier qui est au nord, où voilà, c'est plutôt de l'habitat pavillonnaire dégradé, voilà, c'est plutôt des maisons dégradées, squattées, etc. Enfin voilà. Et il y a autre chose que je voulais dire qui était important. Non, je m'en rappelle plus. Non, ça ne revient pas. Ah, juste, c'est par rapport au quartier à venir, je voulais dire autre chose, mais... Ah oui, non, par rapport à l'identité, voilà, moi je parle d'identité de quartier parce que vous me posiez la question, est-ce que les gens se réfèrent à cette identité communiste, à ce passé communiste, etc. Alors, j'ai pas parlé, on n'a pas parlé vraiment de ça, mais comme ça, puis bon, moi aussi en tant qu'habitante de ces quartiers-là, c'est pas quelque chose qui apparaît beaucoup dans le discours, en fait. C'est plus quelque chose qui apparaît dans la pratique, c'est-à-dire les pratiques de solidarité qui sont ancrées dans le quartier. On peut, et puis les lieux, en fait, hein, voilà, les lieux de service public, ils découlent de cette tradition-là. Mais après, dans le langage, les jeunes aujourd'hui, ils vont pas dire, voilà. Alors il y en a qui s'engagent, hein, politiquement, au PC, etc. Mais c'est pas voilà. Ce qui est plus fort, c'est l'identité de quartier par rapport à l'identité partisane. Je pense aujourd'hui. Enfin, c'est aussi un sentiment personnel. Merci. Oui, alors il y avait une question sur ce qu'en disent les soignants. Donc vous l'avez compris, la recherche, elle ne portait pas du tout sur cet aspect. Néanmoins, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé ensemble avec Muriel. Il y a même eu des communications orales à deux voix sur ce qu'ils ont traversé ensemble, sur le plan notamment identitaire, ou les questions que ça a pu poser, ou les problèmes émotionnels qu'elles ont ressentis. Elles ont déjà fait des communications orales en congrès ensemble. Donc je pense que sur tout cet aspect-là, est-ce que ça a pu secouer chez l'une et chez l'autre, en tout cas chez le médecin coordonnateur de cette structure, ça a été largement échangé entre elles, et les deux ont bien encheminé, quoi. Voilà, au point que ça ait fait l'objet de communications ensemble. Et ça rejoint d'ailleurs un peu la deuxième question, c'est-à-dire la contribution de Muriel à la fiche de poste et donc de la recherche. Oui, évidemment, Muriel
a énormément participé à cette écriture. Avec moi, on avait beaucoup réfléchi en amont, pas à la fiche de poste. Moi, elle m'a jamais sollicité précisément là-dessus, mais tout au long du projet, ces entretiens d'explicitation la mettaient face à certaines contradictions, à ces paradoxes, à des choses qui ne se faisaient pas. Voilà, donc tout ça, forcément, elle l'a intégré dans la fiche de poste. Elle a aussi écrit une feuille de route avant de partir, qui doit, alors là, peut-être plus directement encore à la recherche, parce que dans le financement de la recherche, il y avait une partie du budget qui était consacrée à ce qu'elle visite des lieux où il y avait déjà des usagers coordonnateurs. Et donc, elle s'est inspirée un peu des success stories de certains endroits pour écrire cette feuille de route. Donc là, il y a un lien assez direct avec la feuille de route. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le cadre est posé. On a des équipes réflexives et des feuilles de route et tout ça. On a le discours. Je ne peux pas vous dire si les faits vont suivre, parce qu'on sent quand même un décalage. On sent un éparpillement. On sent beaucoup d'activités connexes. On sent, et pas forcément sur le cœur de mission, et c'est peut-être aujourd'hui ce qui m'inquiète un peu plus, en tout cas dans cet environnement très contextualisé, hein, vraiment dans ce contexte très précis. Voilà, mais les choses ont avancé quand même, oui. 2 questions issues de la participation en ligne. Alors, très rapidement, la première question, elle est pour vous, Joël Vailly, donc de l'Amiatensi, de l'autre côté de la Méditerranée, donc c'est l'avantage des visioconférences. La question porte sur votre expérience d'enquêtrice qui a effectué des entretiens avec des malades de la tuberculose, donc avec une maladie, avec une forte très contagieuse, et elle voulait savoir justement comment la nature de la maladie a pu affecter ou pas les conditions d'enquête, et que le même problème pouvait se poser pour le Covid si on effectuait une enquête auprès des malades au moment où ils sont malades. Et la deuxième question est pour Céline Vénia, de Laurent, je n'ai pas plus d'informations, de savoir est-ce qu'il est possible d'effectuer une typologie de la consommation médicale par quartier, donc entre les 2 quartiers, et faire un lien avec les différences en santé, de savoir finalement qu'est-ce que les habitants, c'est pas simplement à quoi ils avaient accès, mais quelle était peut-être même une quantification, une typologie des consommations médicales. Des réponses rapides. Donc peut-être Joël Vailly pour que... Bonjour, de l'autre côté de la Méditerranée. Ce serait plutôt à Myriam Castaldo peut-être de répondre à la question, mais comme elle est en ligne, je vais répondre pour nous deux. Bien sûr que la maladie a affecté les conditions d'enquête et qu'en plus elles se sont ajoutées à une pandémie de Covid-19. Donc dans les hôpitaux, il y a eu des périodes où il y a eu pas mal d'annulations de rendez-vous, de consultations en fait. Hein. Ça a été un premier problème qui était qu'on avait rendez-vous pour observer une consultation et puis que les personnes ne venaient pas sans prévenir. C'est arrivé assez souvent. Hein. Donc avant la pandémie, je vous ai dit que les médecins évaluaient le nombre de perdus de vue à environ 19%. Je pense que pendant la pandémie, il y en a eu bien plus. Donc en 2021, bien plus. Donc ça, c'était un premier problème qu'il a bien fallu résoudre. Donc il aurait été intéressant de voir justement ces personnes-là, ceux qui ne viennent pas, on aurait bien voulu les voir. Mais bon, ça c'est une difficulté inhérente à ce genre de méthode, c'est-à-dire qu'il faudrait changer de méthode s'il fallait voir ces personnes-là, notamment les Roms dans les camps. Hein, ceux-là, on les a jamais vus, alors que les gens du CLAT nous ont expliqué qu'il y avait relativement pas mal de cas de tuberculose dans les camps qu'ils appellent les camps Roms en Seine-Saint-Denis, mais on ne les a jamais vus à l'hôpital, donc ça serait intéressant d'aller plus loin, mais ça demande donc une autre approche. Et pour ce qui est de la contagiosité, alors là je parle sous l'œil du médecin qui
enfin, ils nous ont tous globalement rassurés sur cette question-là, parce que on avait quand même une forme d'inquiétude à ce sujet, en mettant des masques, en se tenant à distance. Bon. Donc les patients sont mis en fait très rapidement sous traitement, si bien que leur charge bacillifère baisse très rapidement et ils sont moins contagieux. Donc en fait, le risque est relativement faible et maîtrisé. Et la tuberculose est moins contagieuse que le Covid-19, n'est-ce pas, Étienne? Voilà. Alors merci Laurent pour votre question. Donc sur la question de la typologie des consommations par quartier, alors j'ai pas vraiment fait ça. Alors en fait moi ma recherche elle est surtout centrée sur ce que j'ai appelé les politiques locales de santé, c'est-à-dire le travail de médiation, de coordination. Donc c'est pas seulement l'accès aux soins, les consultations, etc. Hein, c'est vraiment voilà la santé au sens plus large. Hein, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire entrer le plus de personnes dans les dispositifs de santé, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans différents lieux, pas seulement des lieux de consultation, hein, mais voilà, j'ai cité la maison des parents, par exemple, le bureau information jeunesse, dans différents lieux de la ville pour parler de santé, mais ça peut être des ateliers de discussion avec les parents, ça peut être des ateliers de psychomotricité avec les enfants. Enfin voilà, c'est vraiment la santé au sens large. Et puis toute la dynamique aussi, comment on accède aux dispositifs pour la vaccination, enfin pour donc toute la dimension médiation, coordination. Mais après la consultation, j'ai eu accès pas mal dans mes discussions avec les médecins des centres municipaux de santé, et notamment le médecin référent des 5 centres municipaux de santé pointer la présence en fait dans les différents quartiers, notamment le quartier Salingro et le quartier Gagarine, de pathologies qui sont présentes en fait en Seine-Saint-Denis en fait. Voilà, et notamment il m'a parlé de diabète, d'hypertension, d'addiction, de cancer, enfin, en disant que voilà, c'était des pathologies qui étaient surreprésentées plus généralement en Seine-Saint-Denis, et donc qui étaient présentes aussi dans ces différents quartiers. Et lui, il pense qu'il faut travailler aussi justement sur le rapport, en fait, le rapport à la santé, essayer de travailler. Et le diététicien, par exemple, du CMS aussi m'a beaucoup parlé d'obésité, diabète, etc. Donc moi, j'ai pas fait un peu une photographie des pathologies, j'ai pas du tout une approche statistique en plus pour le coup. J'ai pas listé. J'aurais pu. Après voilà, ça prend du temps avec les histoires de secret médical, etc. Mais demander au CMS qui me donne peut-être leurs données statistiques, etc. Bon, mais c'était pas du tout ma démarche. Mais du coup. Voilà, c'est apparu un petit peu dans les entretiens, mais c'est pas le centre de mon travail. Voilà. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour vos présentations et les apports qu'ils donnent donc à nos perspectives. Donc merci beaucoup. On prend une pause jusqu'à 11h40. Donc on se retrouve à 11h40 précis ici. Et pour ceux qui sont ici, donc au foyer, donc au rez-de-chaussée, vous attend une pause café. À tout à l'heure.